Alors maintenant, deux présentations sur le plan clinique, qui, avec Philippe Hubinois et le professeur Christian Bélière, qui vont nous faire part de leur expérience, l'un concernant la chirurgie de l'obésité bariatrique, et M. Bélière sur le plan plus général de la chirurgie générale, viscérale et abdominale. Alors tout d'abord, Philippe Hubinois, que vous connaissez, et qui est expert à la Cour de cassation, qui va nous présenter études de cas et expérience des expertises en chirurgie bariatrique. On m'a demandé, bonjour Philippe Hubinois, chirurgien viscéral. Pardon? Oula, il m'a été demandé de vous présenter mon expérience des missions d'expertise en chirurgie de l'obésité. J'ai sélectionné volontairement les expertises CCI, Commission de conciliation et d'harmonisation, créée par la loi du 4 mars 2002, la loi Kouchner, parce qu'il y en avait plus et que statistiquement, ça avait un certain intérêt. L'avis des commissions de conciliation est bien sûr non juridictionnel. On demande à l'expert de donner son avis sur la conformité des soins d'une part et sur l'existence éventuelle d'un accident non fautif, que certains appellent aléa. C'est cette expérience personnelle que je vais vous présenter succinctement, 4 parties, successivement, quelques généralités statistiques, ensuite une étude un peu plus précise, une analyse un peu plus précise de ces missions, puis des exemples, 10 cas si j'ai le temps de le faire, et quelques conclusions. 90 missions entre 2014 et 2018, 5 ans. Le sexe ratio, 4 femmes pour un homme à peu près. Alors, il y a beaucoup d'acronymes pour ceux qui ne sont pas médecins dans la salle, je vous prie de m'excuser d'emblée. Il y a sur ces 90 saisines, il y a 42 sleeve gastrectomies, l'ablation de 2/3 d'estomac, 24 bypass gastriques qui sont des courts-circuits intestinaux et 24 anneaux gastriques, des anneaux de striction déterminant un petit estomac supérieur. On en fait moins actuellement. Sur ces 24 anneaux gastriques, je précise d'emblée qu'il y a eu très souvent des reprises, avec 7 fois une sleeve gastrectomie dans les suites, 7 fois un bypass gastrique, une fois une dérivation bilio-pancréatique. On demande l'avis, donc je l'ai dit, à l'expert sur l'existence d'un accident médical fautif, manquement, ou non fautif. Et dans cette série de 90 cas, le calcul est vite fait, je n'ai pas besoin d'une calculatrice. Il y a des accidents médicaux non fautifs que j'ai réduits en AMLF 60, c'est 2/3, et les manquements, dans un tiers des cas, 30 cas. Donc j'ai voulu vous mettre ici les recommandations de la HAS, bien sûr il y a toutes les sociétés savantes, mais tout ce qui est important, je pense, pour l'expert est résumé là-dessus, sur cette slide. La prise en charge d'un malade bariatrique doit être pluridisciplinaire en préopératoire, elle doit durer 6 à 12 mois, avec un avis nutritionnel, un avis diététique, un avis de psychiatre ou psychologue. Repérer les 3 principales comorbidités, hypertension, diabète, syndrome d'apnée, réaliser un bilan nutritionnel et vitaminique, et surtout j'insiste sur l'évaluation psychologique et psychiatrique avec enfin de compte une discussion de l'équipe et une transmission au médecin traitant. Les malades obèses doivent être suivis à vie et on ne peut pas se contenter de l'équipe de chirurgie bariatrique ou d'obésité, il faut que le médecin traitant puisse suivre le patient et donc il est important de communiquer avec lui. Je vous ai dit, 60 de ces dossiers se concluent comme avis expertal technique par l'existence d'un accident médical non fautif. Dans ces 60 cas, ce sont les fistules qui, de très loin, sont le plus représentés, ça ne vous surprend pas, 60% des accidents médicaux non fautifs. Il faut voir les chiffres au prorata du nombre, bien sûr. Donc là, la sleeve gastrectomie SG et le bypass gastrique, en fait, c'est la même chose, puisqu'il y avait 2 fois plus de sleeve gastrectomie que les bypass gastriques. Le taux de fistule est identique, ce qui n'apparaît pas dans les chiffres qui sont rapportés au total simplement. Le deuxième accident, c'est les sténoses de bypass gastrique. Bien sûr, le plus souvent sur l'anastomose haute du Y, ou parfois au moins une fois sur l'anastomose basse au pied de l'aile, au pied de l'anse. Des occlusions, avec parfois dans les sleeve gastrectomies une ascension du montage des signes thoraciques. Quand c'est strictement intra-abdominal, comme dans les bypass gastriques, il n'y a que des signes abdominaux. La quatrième cause d'accident médical non fautif, c'est un kinking, c'est-à-dire une torsion
De l'anastomose, il y en a, ou du milieu de la sleeve gastrectomie, 4, donc au total, donc 3 dans les sleeves, une au pied de l'anse. Et puis d'autres complications que je vous ai listées. Les plaies pancréatiques, ce n'est pas exceptionnel, il y en a eu 4. Le compte n'est pas bon, là. Je vois que ça doit être 2 et 2 plutôt que 2 et 1. Il y a quelque chose d'important qu'on voit malheureusement souvent encore, des perforations par le tube de calibration qu'on descend pour la sleeve, par exemple. Ce tube est descendu à l'aveugle par la bouche, personne ne peut le contrôler. Et dans un nombre non négligeable de cas, ici 2, il y a des perforations d'œsophage thoracique dont le chirurgien ne peut pas forcément prendre la mesure en péropératoire. Il y a des anneaux gastriques qui descendent et basculent ou qui migrent. On va voir un cas tout à l'heure, un cas pratique. Des perforations du grêle chez des malades qui ont énormément d'adhérence. Il y a une inhalation lors de l'endormissement d'un malade dont on devait enlever l'anneau, et il y a une ischémie du grêle. Les dossiers où on relève des manquements, un tiers des cas, il faut insister tout de suite sur quelque chose de capital dont on nous parle essentiellement en congrès depuis 2-3 ans, alors que ça existe de tout temps avec la chirurgie bariatrique, c'est des retards de diagnostic de complications, et tout particulièrement les avitaminoses B1 qui donnent des complications neurologiques extrêmement sévères qui, lorsqu'elles sont discutées avec, lorsqu'elles sont détectées avec retard, sont devenues irréversibles. Il y a quelques malfaçons techniques, il y a même une maladresse, on y reviendra, dans la série. Quelque chose d'important aussi, c'est que l'indication de la chirurgie bariatrique est parfois non conforme au vu de ce que dit par exemple l'HAS. On en reverra 4 cas là, tout de suite soulignés. Une hypothyroïdie non corrigée en préopératoire, une cirrhose avec une addiction poursuivie qui est malgré tout opérée, un bilan préopératoire rapide qui dure 2 mois qui est incomplet. Dans ces manquements, on a retenu aussi un défaut de prévention des complications du décubitus, et j'insiste sur le fait que ne viennent en règle à l'expertise, que ce soit en CRCI, en TA ou en TGI, que des patients ou des familles qui ont connu des problèmes de communication importants avec le chirurgien ou son équipe et le chirurgien lui-même, avec le patient et ou sa famille. Les malfaçons techniques dans cette série, il y en a 9%. Il y a un anneau trop large qui a été mis pour réduire le calibre d'un bypass gastrique et l'anneau a migré, on le verra. Une ablation boîtier d'anneau gastrique sans ablation de l'anneau dans un sepsis grave. Une sténose opérée 3 fois au pied de l'anse d'un bypass gastrique avec de l'intervention, aucune amélioration. Et un DCAJ3. Dans un bypass en oméga, une anse biliaire trop courte, 60 cm avec un twist de l'anastomose gastro-longitudinale, un défaut de réalisation de jéjulostomie sur une sleeve gastrique fistulisée réopérée, un oubli de corps étranger, une anse afférente trop longue dans un bypass en oméga, 3,50 m, et une ponction abscessophrénique qui a entraîné une médiasténie par ponction finalement du médiastin. Les décès dans cette série, il y en a 5. Sur 90, qui n'est pas négligeable, des causes chirurgicales d'abord, un saignement splénique dont on n'est pas venu à bout en péropératoire, une sténose, j'en ai déjà parlé, multi-opérée, et dans les suites, malgré l'absence de résolution chirurgicale du problème, on enlève la sonde gastrique alors qu'il y a une dilatation, le patient meurt d'inhalation. Et puis il y a des causes médicales plutôt que chirurgicales qui sont un arrêt cardio-respiratoire au cours du traitement endoscopique d'une fistule de sleeve par pneumothorax bilatéral, une ischémie du grêle après dérivation iliopathique et un accident vasculaire cérébral. Je vous donne maintenant un certain nombre d'exemples de cas cliniques, il y en a une dizaine, si je n'ai pas le temps d'aller au bout, je m'arrêterai. Premier exemple, une avitaminose B1, une femme de 40 ans, assistance maternelle, IMC 51. On lui fait un bypass gastrique, le TOGD est normal à J1, elle sort à J3. À partir de J10, elle vomit et elle est réhospitalisée à J18. À J22, on lui fait une cystoscopie, il n'y a rien d'anormal. À J24, on confirme le transit œsophageal est normal. À J30, elle sort. Aucun dosage biologique n'est fait, aucun dosage de vitamine B1. Pendant l'hospitalisation, pas de supplémentation. J53, vertige, altération de l'état général, difficulté à la marche, 28 kg perdus. À J53. Hospitalisation dans un autre établissement, on fait le dosage de la thiamine, de la vitamine B1, il est effondré, il y a un syndrome de Gaillet-Vermiquet,
dont elle ne récupérera pas complètement, puisqu'il restera un syndrome cérébellostatique avec des troubles de la marche et un défaut de prise en charge retenu avec un déficit de 15%. Exemple 2, j'en ai déjà parlé un petit peu, un bypass gastrique en Y, 38 ans, IMC 46. La patiente est opérée en 2010, elle perd du poids, elle en reprend ensuite et on va décider, le chirurgien décide de mettre un anneau gastrique périjéjunal de calibrage sous l'anastomose gastro-jéjunale. Il le contrôle par un TOGD à J1 qui est normal, la patiente sort à J2, elle revient à J3, elle souffre, elle sort le lendemain, elle fait là cette fois-là des examens biologiques, aucun examen morphologique. Quelques heures après la sortie, après du SAMU, douleur dans le dos, dyspnée avec un cardio-respiratoire décès. Autopsie, l'anneau est migré à 1,50 m de l'anastomose gastro-jéjunale, il fait 4-5 cm de diamètre, il n'a pas été serré, il n'a pas été enfoui, et la NAPAD considère que l'occlusion est la cause du décès. Il a été retenu à défaut de réalisation technique. Troisième exemple, migration d'un anneau gastrique, retard de réintervention. C'est un homme, 43 ans, IMC 49, anneau gastrique. Il reprend du poids à 3 ans, l'anneau ne fonctionne déjà plus depuis plusieurs mois, on ne contrôle pas radiologiquement cet anneau qui ne fonctionne plus. Il est hospitalisé pour des douleurs épigastriques, on lui fait un TOGD, qui est donc en faveur du glissement, de la bascule, et on ne pose pas l'indication d'ablation, on demande au patient de revenir une semaine après en consultation. Il est hospitalisé 3 jours plus tard en urgence, il vomit, il ne mange pas. On opère l'anneau immigré dans les léons et à la suite de l'ablation de cet anneau, il y aura de multiples complications, donc une éviscération, et il sera retenu 3 jours de retard d'ablation, la IPP de déficit fonctionnel permanent de 10%, et le patient a été hospitalisé 7 mois de plus qu'on aurait pu imaginer autrement. Quatrième exemple, un patient qui a un bypass gastrique en Y, avec un IMC à 41, 54 ans. À J1, il a un épanchement péritonéal, il est réopéré, il y a une sténose au pied de l'anse. Du Y, on refait l'anastomose, il n'y a aucune amélioration. À J3, il est réopéré, on refait une nouvelle fois l'anastomose resténosée, il n'y a pas d'amélioration, il y a une stase important du produit de contraste sur le contrôle radio, il y a un reflux gastro-œsophagien considérable, malgré cette distension, on enlève la sonde nasogéjunale de façon un petit peu impromptue, beaucoup trop rapidement, décès à J4 post-op et on retient une inhalation cause du décès avec une ablation trop précoce de la sonde gastrique et un défaut technique de réalisation de l'anastomose. Exemple 5. Indication non conforme, ne serait-ce qu'au vu de ce qui a été dit par la chaise. C'est un homme de 60 ans, il a plus âgé, il a un IMC inférieur à 35, il n'a aucune comorbidité, donc pas d'indication normalement. Qui plus est, il y a un hiatale, un endobrachiosophage. Malgré tout, on pose une indication de sleeve gastrectomie, échec de la tentative, le chirurgien écrit gêné par le foie de stéatose. Quoi qu'il en soit, le chirurgien lui fait faire un régime qui va merveilleusement marcher, puisqu'en quelques mois, il va descendre à un IMC de 28 et qui se stabilise à 28. Malgré ce IMC stable, on décide de lui faire à nouveau une sonde gastrique. Il fait une hémorragie post-opératoire sur la ligne d'agrafe, on réintervient, il sort à J6, il revient 8 jours après pour une sténose de la partie moyenne de la sleeve. On décide de faire un bypass gastrique, il fait un accident vasculaire et il décède, indication non conforme, retenue, pas de comorbidité, IMC inférieur à 35. Une indication opératoire non conforme encore, 54 ans, IMC 39. Il devait y avoir donc sans doute au moins de comorbidité. On découvre dans le bilan préopératoire une hypothyroïdie, la TSH est effondrée, on le traite par le lévothyrox à faible dose, 50 microgrammes, on ne le suit pas, il n'y a pas de contrôle de la TSH ultrasensible ni de la TK libre, pas de prise en charge médicale correcte donc pendant 6 à 12 mois, le bilan dure 2 mois, pas de contrôle de l'euthyroïdie avant l'opération, la TSH, je n'ai rien changé, n'est pas faite. Présence d'hélicobactères sans éradication de l'hélicobactère. Il est cependant décidé de faire une sleeve gastrectomie, fistule à J6, fistule de grêle du côlon à la suite. Il est ostomie en place 18 mois après l'intervention initiale, indication non conforme retenue. Toujours dans le bilan préopératoire non conforme, 24 ans. Reflux gastro-œsophagien, traité médicament, IMC 39, pas de comorbidité.
pas de suivi médical pendant 6 mois, bilan préopératoire 3 mois. Le psychiatre émet des réserves. Et ça se voit très rarement, et c'était le cas. Il n'y a pas de RCP, de réunion de consultation pluridisciplinaire préopératoire. On lui fait une gastrectomie. Il a une majoration de son reflux. On lui fait donc, dans un autre établissement, un bypass gastrique en direct. Et pour le premier opérateur, l'indication opératoire non conforme est retenue. La prise en charge n'a pas été assurée pendant 6 mois et le psychiatre était réservé sur l'indication opératoire. Un retard intervenu dans un établissement tout en haut de la pyramide des établissements français, femme de 43 ans, antécédent d'anneau gastrique, migration d'anneau, repose d'un second anneau gastrique, anneau non toléré, on décide d'enlever le second anneau. On le fait. La patiente sort à J1 après l'ablation, elle revient le jour même. Elle a une douleur abdominale qu'elle décrit insoutenable. Elle a 39, elle est en détresse respiratoire. À 3h du matin, elle rentre vers 6-7 heures de l'après-midi. À 3h du matin, une hypotension, une tachycardie 130, une diarrhée, une douleur intense. Pas d'indication opératoire retenue dans la nuit. Et puis à 6h45, installation d'un choc gravissime, péritonite à stretto-bêta-hémolytique. Décès après ECMO, à J2 post-opératoire dans l'intervention, perte de chance de survie de 50% retenue, retard diagnostique, retard thérapeutique. Un autre exemple de sepsie. On arrête? Très bien. Conclusion, et voilà. Conclusion, c'est donc, conclusion en 2 mots, je peux ou pas? Oui. Conclusion en 2 mots, chirurgie lourde, importance du bilan préopératoire 6 mois, il doit être complet et la chirurgie ne doit résulter que de l'échec de la prise en charge médicale. Il ne suffit pas au niveau de l'information de parler des fistules parce que les patients ne prennent le plus souvent pas la mesure de ce que cela peut représenter en termes de durée d'hospitalisation, en termes également de prolongation d'arrêt de travail. Et puis l'importance du suivi post-opératoire à la fois immédiat, puisque les malades maintenant sortent le soir même dans certains hôpitaux, mais du suivi à long terme et à long terme, puisque c'est un suivi à vie. On remarquera la présence, c'est archi-connu, des fistules de sleeve et de la difficulté à les traiter. Les risques sont extrêmement majorés en 4 secondes d'une 3e procédure, doublée au moins, dans ces malades qu'on réopère. Et puis, une chose peut-être qu'on voit bien en expertise, c'est que les conséquences dans la vie de tous les jours de ces malades opérés, et même quand ils sont très bien opérés, sont redoutables sur les relations sociales, mais aussi la vie du couple. Il y a énormément, en tout cas en expertise, de divorces de ces gens qui ne sont plus comme avant et qui s'entendent mal avec leur conjoint, qu'ils soient hommes ou femmes, après la chirurgie bariatrique. Et si je dois dire une seule chose en fin de cette intervention, c'est que la communication doit être renforcée en cas de complication avec le patient et sa famille. Je vous remercie de votre attention.